Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de La Vagabonde. Il s'agit d'un roman, écrit par Colette et paru en 1910. Renée Néré se trouve dans sa loge du café-concert L'Empire et Clichy. Elle a le sentiment d'être trop en avance et de solitude. Il n'est que 10h30, et elle doit se produire à 11h10. Braque vient la chercher, afin qu'ils effectuent leur numéro de mime. Le numéro se déroule bien, et il y a une ovation du public. Elle reçoit un mot du marquis de Fontanges, qui est admiratif de son numéro, et lui offre une invitation à souper. Nous sommes au mois de décembre. Elle revient chez elle pleine de tristesse. Elle habite dans une résidence où vivent des dames seules. Dans son appartement, il n'y a que sa chienne Fawcett et son reflet dans le miroir. La solitude lui pèse. Renée n'écrit plus, fait du théâtre, mais on ne lui donne pas le grade d'artiste. Elle est une femme de lettres qui a mal tourné. Écrire est un passe-temps d'oisif et demande du temps qu'elle n'a plus. Au café-concert, une artiste est absente, ce qui fait que Renée et Braque devront faire leur numéro plus tôt. L'absence appelle Jadin. Il s'agit d'une chanteuse de 18 ans, qui chante mal mais qui est adorée du public. Renée et Braque vont rejouer le même numéro que la veille, comme cela sera encore le cas lors des 40 prochains jours. Renée a ce qu'elle appelle une crise noire. Après le numéro, un homme entre dans sa loge. Elle lui fait comprendre qu'il faut partir, mais l'homme reste. Elle sait que cet homme la désire. Après plusieurs tentatives, elle parvient à le faire sortir. Plusieurs hommes sont venus jusqu'à elle, mais elle les a tous rejetés. Elle a connu 8 ans de mariage et 3 ans de séparation. Son ancien mari s'appelle Adolphe Taillandy et est un pastelliste qui refait sans cesse le même type de tableau. Quand elle était mariée, elle a dû faire face aux mensonges de son mari et de son adultère. Renée a même facilité ses relations avec ses maîtresses. Durant son mariage, Renée a commencé à écrire. Un récit sans prétention l'a propulsée sur le devant de la scène. Elle a écrit 2 autres livres, qui se sont moins bien vendus, mais qu'elle préfère. Maintenant, Renée gagne sa vie dans un music-hall. Elle a divorcé de son mari. Après que son mari l'ait mise à sa porte, pour recevoir une maîtresse, elle n'est pas revenue. Elle est isolée, mais ne meurt pas de chagrin. Renée promène sa chienne Fawcett au bois de Boulogne. Car elle a couru, elle ressent une fatigue qui n'est pas la même que celle de sa jeunesse. Fawcett est une chienne bulldog, que Stéphane le danseur lui a vendue. Ce dernier est un artiste atteint de la tuberculose. De retour à son travail, Bouty lui apprend qu'il a vu Jadin en compagnie d'un homme, et qu'elle vend ses charmes. Selon Bouty, Jadin ne continuera pas longtemps son activité, car elle n'y connaît rien à l'argent. Renée le devine malheureux depuis le départ de Jadin, mais les artistes ne dialoguent pas sur leur mal-être et soucis personnels. Une chienne d'un des artistes vient gratter à la porte de la loge de Renée, afin de lui quémander un gâteau. Un matin, Renée reçoit Braque chez elle. Ce soir, il faudra effectuer un autre numéro pour une soirée. Colette dansera, alors que Braque fera le Pierrot. Bien que le temps soit court, pour préparer un numéro, Renée accepte à cause des 500 francs, qui sont à la clé. Braque lui dit que Jadin est de retour. Pour Renée, aller à cette soirée signifie revoir ses anciennes connaissances et les maîtresses de son ex-mari. Ce rendez-vous lui gâche sa rencontre, avec Hamon qui est un ami, avec qui il ressasse les mauvais souvenirs. La nuit, Braque et Renée se rendent à l'hôtel. Après son numéro, Braque s'en va de suite, et n'attend pas Renée. Dans la salle, Renée reconnaît une ancienne maîtresse de son ex-mari, et des femmes qui prenaient le thé chez elle. Elle sait pourquoi elle intéresse les hommes de la salle. Elle danse dans le but de séduire son public. Après la danse, 2 hommes viennent la voir. Il s'agit d'Henri Dufresne-Chautel, et son frère Maxime Dufresne-Chautel. Le second homme est celui qui lui a rendu visite dans sa loge. Henri Dufresne-Chautel lui remet l'argent de la prestation. Au café-concert, certains messieurs réservent des sièges plus chers, afin d'être un premier rang. La patronne refuse d'en vendre à un homme qui a causé de l'agitation dernièrement, car il voulait voir les 2 seins de la pantomime. Elle le prive de venir durant 8 jours. Jadin est de retour. Et les Renée semblent plus proches depuis sa fuite. Renée reçoit des fleurs de Maxime Dufresne-Chautel. Jadin dit que son type ne lui a jamais donné de ces fleurs-là. Elle a récupéré 1600 francs de sa liaison. On comprend que l'argent va vite filer dans les mains de la jeune femme, et dans des mains étrangères. Quand elle est sur scène, Renée aperçoit parmi le public Maxime Dufresne-Chautel. Noël et le Nouvel An sont passés. Noël a apporté beaucoup de recettes au café-concert. Renée passe le réveillon seule en tête-à-tête avec sa chienne. Elle se souvient de sa visite faite à Margot, qui est une des sœurs d'Adolphe.
Cette femme sait que René retournera avec un homme, et que celui-ci ne se différenciera pas d'Adolphe. Elle dit à René, « Chat échaudé, tu retourneras à la chaudière. » Dufranchet continue de suivre René, et de lui envoyer des bouquets. Brague met en place une nouvelle scène. Brague joue le rôle du faune, René le rôle d'une nymphette forestière, et un jeune homme celui d'un troglodyte. René répète avec Brague, mais elle n'arrive pas à travailler. Avec sa chienne, elle rejoint son chez elle en courant, car elle doit voir Hamon. Elle le voit en train de parler avec Dufranchet. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Elle parvient rapidement à éloigner Dufranchet. Une fois chez René, Hamon débite tout ce qu'il sait sur Maxime Dufranchet et sa mère. René fait comme si elle le connaissait à peine. Hamon le sait amoureux d'elle, et dit qu'il serait l'amant parfait. René ne se produira plus que quelques jours à l'Empire et Clichy. Elle s'en réjouit et pense à ce qu'elle va faire chez elle. Au café-concert, il y a déjà de nouvelles têtes. On ne sait pas ce que sont devenus les anciens artistes. Certains joueront dans des théâtres, d'autres travailleront dans un cinéma. Ils diront simplement que ça ne se dessine pas, sans se plaindre. Alors qu'elle est dans sa loge avec Brague et Bounty, René pense qu'elle est un vagabonde, mais qu'elle se résigne à tourner en rond. Dufranchet, que René appelle maintenant son amoureux, est venu dîner chez elle, accompagné d'Hamon. Il a qualifié son appartement de joli coin intime. Contrairement à lui, René n'en voit que les défauts. Dufranchet et René se sont revus plusieurs fois, les rencontres étant orchestrées par Hamon. René ne tolère la présence de Dufranchet que parce que Hamon la pousse à accepter la présence de cet homme. René contemple Dufranchet et lui trouve l'air de tout le monde. Celui-ci cache son désir, comme le lui a sûrement recommandé Hamon. René et Dufranchet se parlent peu. René répète encore avec Brague et le troglodyte. Un jour que Brague est venu pour l'avertir de l'annulation d'une répétition, il a trouvé Hamon et Maxime chez René. C'est ainsi que Brague a appris la relation qu'entretenait René. Ce qui gêne René, c'est le fait que Dufranchet soit un homme. Les autres hommes qu'elle rencontre sont des amis, des camarades ou des acrobates. Le souvenir de son mari l'empêche de débuter une relation amoureuse. Contrairement à sa maîtresse, Fawcett est très contente de la présence de cet homme. René déjeune seul avec Hamon. Elle lui révèle son manque de sentiments envers Dufranchet. Il trouve qu'elle ne s'intéresse pas assez à lui. Elle fait des généralités sur les hommes, alors qu'elle n'a connu que son mari. Quand elle reproche à Dufranchet de n'avoir rien de particulier, Hamon lui fait remarquer qu'elle ne se donne même pas la peine de le connaître. Elle lui reproche le fait de vouloir à tout prix la caser avec un amant. Hamon trouve triste le fait qu'elle dise ne plus vouloir aimer personne. René dîne à l'Olymbar avec Brague. Ils mangent parmi les miséreuses. Ils y voient Stéphane le danseur avec une poule. Stéphane s'en va avant eux. Brague parle à René de l'itinéraire de leur tournée, qui la fera voyager dans différentes villes. Elle est d'accord pour partir. Brague avait un doute sur cet accord à cause de la relation que René entretient avec Dufranchet. Brague et René se rendent ensuite au café-concert. Bounty et Jadin y travaillent encore, et doivent faire un numéro ensemble. Jadin a changé, elle n'a plus le charme populacier, et a été habillée en empierreuse. Jadin place René et Brague à l'avant-scène, pour qu'ils puissent la voir chanter. René voit dans la salle les deux Dufranchet. Elle s'aperçoit que son amoureux s'intéresse à Jadin. René se trouve avec Brague, et l'agent Salomon. Elle tient entre ses mains le contrat de la tournée. Elle est contre le fait de laisser 10% des recettes, soit 600 francs à Salomon. Brague ne veut pas signer aujourd'hui et souhaite que Salomon touche un moindre pourcentage. René est décidé à partir. Elle imagine que Dufranchet se consolera avec Jadin. Les dates de la tournée vont du 5 avril au 15 mai. Nous sommes le 15 février. René n'a rien à faire d'ici là, Brague propose de lui trouver une occupation. Rentrée chez elle, René retrouve Hamon, Dufranchet et sa chienne. Elle leur dit qu'elle va partir pour une tournée. Elle est plus décontractée avec Dufranchet, maintenant qu'elle sait qu'elle va partir. Elle lui révèle qu'elle sait l'intérêt qu'il porte à Jadin, car elle se trouvait en même temps que lui au café-concert. René s'endort. Quand elle se réveille, il est minuit, et elle est seule avec Dufranchet, Hamon étant parti. Il est en colère, car elle s'est endormie devant eux deux, et que son visage a pris une expression particulière. Elle sent que Dufranchet est amoureux d'elle, et qu'il la désire. Il se plaint, parce qu'elle n'est capable de le voir, que comme quelqu'un qui la courtise, et non comme quelqu'un qu'il aime. Il dit vouloir quitter Paris et rejoindre sa province. Il parle de sa forêt dans les Ardennes. Il a peur que sa mère cherche à le marier. Elle le pousse à ça. Quand elle le décrit, il est heureux, car cela signifie qu'elle a fait attention à lui. Elle le fait sortir par la fenêtre, soi-disant pour ne pas réveiller le gardien. Elle l'autorise à revenir le lendemain. Elle sait qu'il va revenir le lendemain et les jours suivants. Pour elle, c'est une défaite comme la première fois qu'elle a cédé à son mari. La tournée aura lieu dans plusieurs grandes villes de France.
Bragg entraîne le jeune homme à être un parfait troglodyte. Il met fin à la répétition. Renée est heureuse à la perspective de retrouver sa campagne. Elle se souvient de sa sortie de la veille. Renée, Dufresne-Chautel et Hamon se sont promenés dans un bois. Ils y sont allés avec la voiture neuve de Dufresne-Chautel. Dans la voiture, Renée a pensé à contempler son visage, mais elle s'est ravisée. Dès qu'elle regardait ailleurs, elle sentait le regard de Dufresne-Chautel peser sur elle. Une fois à l'extérieur, la chienne a suivi une bête. Colette la suit en courant, et Dufresne-Chautel l'a suivi. Elle l'a provoqué. Il lui a donné un baiser raté. Renée sait qu'il faudra prendre une décision, et la dire ce soir à cet homme. Renée se réveille. Elle s'était endormie après le déjeuner. Elle aimerait retrouver le sommeil. Cette femme n'a plus aussi envie qu'avant de partir en tournée. Dufresne-Chautel sonne à la porte. Avant de l'accueillir, elle se fait jolie. Dufresne-Chautel se dit malheureux. Quand il lui prend ses mains, Renée se met à pleurer, car elle pense enfin avoir trouvé quelqu'un à qui elle pourra se confier, et qui pourra la réconforter. Car Dufresne-Chautel prononce les mêmes mots que son ex-mari, Renée ne se laisse plus faire. Pourtant, elle s'oblige à revenir à ses côtés. Il lui demande si elle l'aimera un jour. Renée ne lui parle que d'attachement et d'amitié. Il l'embrasse, alors qu'elle n'était pas consentante, puis elle le devient. Ils s'embrassent plusieurs fois. Elle se sent heureuse. Ils dînent ensemble, puis Dufresne-Chautel part. Elle se dit qu'elle l'aime. Peu après, elle se dit que seul compte le premier amour, et qu'une relation avec Dufresne-Chautel la poussera à le comparer à son mari. Renée et Dufresne-Chautel se revoient plusieurs fois. Ils ne consomment pas leur union. Hamon a disparu. Bragg a compris que Renée ne peut pas sérieusement répéter à cause de Dufresne-Chautel, et il la laisse le rejoindre. Renée se rend chez Margot pour lui apprendre la nouvelle. Margot a acheté un nouveau chien mal en point, alors qu'elle en a déjà plusieurs. Margot trouve son ex-belle-sœur vieillie, ce qui la fait pleurer. Renée lui dit la vérité. Ni Renée, ni Dufresne-Chautel n'ont construit de projet pour l'avenir. Renée prévoit de faire sa tournée, et elle ne sait pas encore si elle amènera Dufresne-Chautel avec elle. D'après Margot, plus les amants sont âgés, plus ils ont des choses à se cacher. Elle est contre le mariage qui lui paraît monstrueux. Margot ne lui en veut pas de cette nouvelle amour, elle la plaint seulement. Renée court pour revenir chez elle, et revoir Dufresne-Chautel. Elle lui parle sérieusement de la tournée. Selon elle, il n'est pas concevable qu'il la suive. Il dit qu'il peut la suivre, car il n'a rien d'autre à faire que de s'occuper d'elle. Il est même prêt à payer le dédit de tout le monde. Renée jouera l'emprise et la dryade. Il lui raconte les fois où il allait la voir au café-concert. Il est tombé amoureux d'elle quand la regardant jouer sur scène. Il veut dire qu'elle peut arrêter de jouer dans des cafés-concerts maintenant qu'il est là. Elle l'empêche de finir sa phrase. Renée fait venir Hamon chez elle. Elle ne se dit pas heureuse bien que elle, et Dufresne-Chautel commence à s'adorer. Elle lui reproche de l'avoir jeté dans les tourments en facilitant le rapprochement. Dufresne-Chautel a peut-être réveillé le souvenir de l'ex-mari au lieu de l'endormir. Renée ne veut pas devenir la femme de Dufresne-Chautel. Elle voit le mariage de manière négative, car selon elle, la femme sert de tampon entre l'homme et le reste de l'humanité. Devenir la femme de quelqu'un revient à être une bonne pour adulte. Hamon lui reproche de généraliser son expérience qu'elle a eue avec son ancien mari. Renée voudrait dans une relation que de l'amour. Hamon révèle que ceci ne peut qu'exister en rêve. Il lui dit que c'est l'amour qui rend toutes les tâches domestiques vivables. Hamon pense que Renée va emmener Dufresne-Chautel lors de sa tournée. Renée ne voit que les inconvénients de ce type de voyage pour un couple. Elle pense continuer sa relation après sa tournée. Alors qu'elle est capable de s'imaginer travailler encore au music hall après son retour, Hamon lui offre une vue d'une vie où elle vivrait grâce à son mari, serait de nouveau écrivaine et serait mère. Cela la fait rire, elle ne s'était jamais imaginée en mère. Renée parle à Dufresne-Chautel de l'enfant évoqué par Hamon. Dufresne-Chautel est enthousiaste à cette idée. Renée ne peut pas s'empêcher de faire des comparaisons avec son ex-mari. Elle dit à son amoureux qu'elle partira sans lui. Dufresne-Chautel est en désaccord. Il remarque qu'elle ne lui a jamais dit « je t'aime ». Il veut qu'elle le lui dise. Elle lui dit « mais elle ment ». Elle se rend compte que tout ce que se donnent les amants la première fois ne pourra pas se renouveler. Renée lui demande s'il va l'attendre à Paris ou chez sa mère quand elle sera en tournée. Dufresne-Chautel commence à partir, mais Renée le retient. Il accepte finalement de l'attendre durant son voyage. Elle essaie de transformer son absence en quelque chose de plus doux en disant qu'ils vont s'envoyer des lettres et qu'ils pourront se retrouver avant si la séparation est trop dure. Un temps elle devient soumise à lui, puis elle se ravise. Elle se prépare à faire une sortie dans les bois ce soir avec Maxime. Elle rêve de mener une existence avec lui, mais sans son passé. Il ne reste plus qu'une semaine avant le départ. Renée se souvient que la semaine passée, elle et Dufresne-Chautel se sont promenés dans un bois. Quand ils ont rencontré une biche, Dufresne-Chautel a dit qu'à la chasse, il ne la tuerait pas. Ils ont ensuite mangé dans un restaurant.
René a ressorti de son placard les préparatifs du voyage. Elle apprécie moins de manier ses outils, et a reçu cavalièrement Brague. Lors d'une autre rencontre, René dit à Brague qu'il n'est pas possible d'emmener Dufresne-Châtel avec elle. Brague est tout à fait d'accord puisque les couples n'apportent que des ennuis sur une tournée. Il apprend que Dufresne-Châtel ne fait rien de sa vie, c'est un oisif. Il s'intéresse aux costumes et aux bagages de René. Dufresne-Châtel arrive. Brague cherche le moyen de ne pas payer des surplus à cause des excédents de bagages. Il pense qu'il serait bien de mélanger leurs affaires dans une seule valise. Dufresne-Châtel est excédé par cette manière de penser. Les petites économies sont importantes pour Brague et René, mais elles ne le sont pas pour Dufresne-Châtel. Ce dernier imagine au contraire offrir une vie luxurieuse à René. Il gardera Fawcett durant l'absence de sa maîtresse. Dufresne-Châtel est triste à l'idée de devoir perdre de vue durant quelques semaines les affaires de René. Il demande à récupérer ses meubles quand ils seront ensemble. Ces meubles sont en réalité ceux de l'ex-mari, qui les a laissés à René en compensation de droits d'auteur. René part en se sachant aimée et amoureuse et elle attend beaucoup de l'avenir. René écrit une lettre à Dufresne-Châtel, la veille de son départ. Dans le train, René regrette sa décision et aurait préféré rester auprès de Dufresne-Châtel. Elle lui écrit une première lettre le 3 avril. Elle lui raconte les difficultés de la tournée, mais elle écrit qu'elle ne souhaite pas encore qu'il vienne. Dans sa lettre du 10 avril, elle raconte qu'elle est en train de voyager dans sa région natale. Elle écrit qu'il serait bien de venir ici à deux, avant de se raviser. Elle regrette d'avoir donné l'enfant de cette région à son mari, et de lui donner une femme plus âgée. René ne cherche pas à connaître les villes dans lesquelles elle se rend. Elle ne fait que suivre Brague. Elle s'inquiète de savoir où le troglodyte mange et dort. Comme les autres, elle essaie de faire des économies, alors qu'elle est l'amante d'un homme très riche. Dufresne-Châtel va partir, avec son frère pour les Ardennes. Nous apprenons que Dufresne-Châtel s'est fait tirer les cartes par Blandine. René lui dit de ne pas croire aux catastrophes annoncées, et lui prédit son retour vers lui. Elle dit avoir rencontré deux artistes, qu'elle avait déjà connus auparavant, Cavaillon et Amalia Barali. Un dîner a lieu entre René, Brague, le troglodyte, Barali, Cavaillon. Car il se sent seul après le repas, Cavaillon suit le trio jusqu'au Kursaal. Dans sa loge, René voit Cavaillon mettre sa tête dans ses mains. René a dépassé Avignon. C'est vraiment le printemps, contrairement aux autres régions, où la grisaille était présente. Elle écrit à Dufresne-Châtel qu'il a tort de penser qu'elle est en train de l'oublier. Elle se plaint des lettres trop soignées de son amoureux. Elle pense qu'elle n'aurait pas dû lui envoyer cette lettre. Dufresne-Châtel a répondu à sa lettre de Lyon. Il qualifie de vice le fait qu'Amalia Barali n'aime pas les hommes. René est plus ouverte que lui sur ce sujet. Dans la lettre du 24 avril, nous apprenons que Dufresne-Châtel a écrit qu'il voulait venir. René écrit que si cela se réaliserait, elle le garderait avec elle. Elle lui demande de la laisser faire son métier seule. Elle décrit les menus détails de la ville de Marseille. Elle a reçu une lettre de Dufresne-Châtel. C'est une vraie lettre d'amour. Dufresne-Châtel prépare leur avenir tel que la rencontre, avec sa mère et un lieu pour eux deux. René fait encore le rapprochement avec son mari. Elle n'a plus la maîtrise de son destin. Elle dit à Brague qu'elle veut rentrer, car elle est fatiguée. Elle a plusieurs anxiétés. Dufresne-Châtel la voit jeune, il est incapable de la voir vieillir, et le destin lui offre d'un coup un nom, une richesse, un amour, ce qui est trop pour elle. Elle devine également l'orgueil de Dufresne-Châtel d'avoir tiré une femme d'un café-concert, et de l'avoir amenée jusqu'à lui. Elle craint ce qu'il se passera une fois la première nuit terminée, elle a peur de connaître encore une fois, ce que son mari lui a fait subir. Elle écrit une lettre à Dufresne-Châtel, dans laquelle elle se plaint d'avoir trop de bonnes choses en même temps. René continue sa tournée dans des villes du sud de la France et un tourment la suit. Elle se doute que la nouvelle vie, que lui offre Dufresne-Châtel l'entraînera vers sa perte. Dufresne-Châtel lui a envoyé une photo où il était en train de jouer au tennis avec une jeune fille. René pense que cette jeune fille serait mieux pour Dufresne-Châtel. Dans une lettre, René fait comprendre à son ami qu'il est maintenant trop tard pour elle, et qu'il ferait mieux de choisir une jeune fille. Elle va se promener dans les jardins de la fontaine de Nîmes, où elle fait le bilan de ses souhaits et de ses attentes. Durant 4 jours, elle n'arrête pas de changer de ville et de travailler. Elle reçoit une lettre de Dufresne-Châtel, 4 jours après avoir écrit celle de Nîmes. Il a pris sa dernière lettre, comme une crise de jalousie, et il assure qu'elle sera la plus belle. Elle raconte qu'avant hier, à 7, elle a oublié un instant Dufresne-Châtel, et qu'elle ne pensait qu'à observer le paysage. L'urgence est de contempler les merveilles de la terre, et non de penser à Dufresne-Châtel. Dufresne-Châtel continue d'écrire à René, et elle continue de lui répondre. Brague parle à René de la possibilité de faire une tournée en Amérique du Sud. Elle accepte. Elle se pose des questions à propos de Dufresne-Châtel. Elle sait qu'elle n'est pas faite pour vivre longtemps avec un homme. Dufresne-Châtel la gêne dans ses choix de vie. Il ne reste plus que 12 nuits avant son retour.
René écrit à Dufranchet une lettre dans laquelle elle lui signifie qu'il serait sage de ne plus se revoir. Cependant, elle prend soin de ne pas lui écrire une lettre trop abrupte qui le ferait venir. Au fur et à mesure qu'elle remonte vers le nord, le printemps remonte le temps. Elle sait maintenant qu'elle fuira Dufranchet. Elle sera de nouveau seule, mais elle sera libre. Lors de l'avant-veille, elle reçoit un mot de Dufranchet qui lui demande si elle ne l'aime plus. Elle lui donne rendez-vous chez elle dans 2 jours. René donne sa représentation à Caen. René rentre plus tôt que prévu, et sans ses compagnons. Sur le quai, elle a intention de briser sa relation avec Dufranchet. Le train arrive. René a écrit une lettre de rupture. Elle se sent trop vieille pour de nouveau connaître une histoire d'amour, et elle se dit hantée par son histoire avec son ancien mari. Elle compte vivre dans un petit village, puis partir pour l'Amérique du Sud. Elle revient dans son appartement, alors que la bonne ne l'attendait pas de sitôt. Elle laisse sa lettre de rupture sur place. Dans un dialogue intérieur, elle donne les raisons de son acte. La Vagabonde a été publiée en 1910. Colette s'est mariée à Henri Gauthier-Villard, dit Willy en 1893. Comme Auguste, Willy est un séducteur compulsif. Il n'est pas pastelliste, mais journaliste, critique musical et romancier. Dans La Vagabonde, René se plaint d'avoir donné ses droits d'auteur à son ancien mari. L'entièreté de l'œuvre ou une partie des écrits de Willy ont été écrits par des prête-plumes. Colette en fera partie, ainsi que bien d'autres écrivains. Jules Renard écrira d'ailleurs dans son journal que Willy ont beaucoup de talent. 4 tomes sur 5 de la série des Claudines ont été signés par le pseudonyme Willy. Dans cette série, seule la retraite sentimentale comportera le nom de Colette. L'écriture ou l'influence dans cette série de romans fait encore débat. Willy vendra en 1907 les droits d'auteur de 4 tomes de la série des Claudines sans en avertir sa femme. En 1905, Colette utilise le nom de Colette Willy pour son roman Dialogue de bête. Elle fréquente Madeleine Deslandes, et avec elle une relation inavouable. En 1906, elle se sépare de Willy, et elle divorce en 1910. Entre 1906 et 1912, elle entame une carrière dans des music-halls, où elle présente des numéros de pantomime. Elle fréquente le théâtre Marigny, le Moulin Rouge, le Bataclan et d'autres scènes en province. Colette rencontre Georges Vague qui est un mime, un pédagogue et un acteur de cinéma muet français. Georges Vague donne des cours de pantomime à Colette et part avec elle en tournée. Une ressemblance existe avec le personnage de Brague. Sido écrira à sa fille, mais c'est une autobiographie. Tu ne peux pas le nier. Il est indéniable que Colette se soit servie de son expérience, afin d'écrire La Vagabonde. Cependant, il est moins sûr qu'il s'agisse d'une autobiographie. Le roman est divisé en 3 parties. Durant la première partie, René se plaint de sa solitude. Elle est divorcée, et c'est cette séparation qui semble être la source de sa solitude. Le divorce signifie la séparation avec son ex-mari, et il signifie aussi que le regard des autres change sur elle. Elle habite dans une maison pour dames seules. Elle dit elle-même qu'à cause de sa situation, elle est la bête noire, la terreur et le paria des propriétaires. Être célibataire signifie aussi recevoir une pression de la part d'autrui, afin de se trouver un compagnon ou un mari. Étrangement, les personnes qui la poussent à se mettre en couple ne sont eux-mêmes pas en couple. La solitude du personnage principal s'exprime aussi par ses opinions. La vision du groupe n'est pas la même que la sienne. Elle aime son 2e et 3e roman, alors que le public ne les aime pas. Plus tard, elle sera tolérante envers l'homosexualité, alors que Dufranchet ne le sera pas. René est seule, et elle en souffre. Quand elle est en face d'un miroir, elle soliloque ou elle pense avec elle-même, ce qui revient au même. Le miroir offre la vérité, c'est-à-dire qu'il ne reflète rien d'autre qu'elle-même. Mais en même temps, le miroir lui offre le mensonge, puisque son reflet fait comme s'il y avait une autre personne dans la salle. Elle pense face à son miroir, mais dès que Braque vient la voir, elle arrête cette manière de faire. Elle se remet à penser, ou à soliloquer dès qu'elle est seule dans la rue. C'est également le cas, lorsqu'elle est dans son appartement. Le chien ne suffit pas à créer une présence assez réconfortante pour la narratrice. Tout en souffrant de la solitude, René ne fait rien pour y remédier. Elle ne répond pas à la proposition de dîner du marquis de Fontanges, et elle fait sortir rapidement de sa loge un de ses admirateurs. Nous savons qu'elle a déjà repoussé plusieurs hommes. La clé de l'opposition maintient de la solitude et souffrance. Dans la solitude se trouve rapidement René seule et le reste, car elle a peur de souffrir à cause d'une relation amoureuse, puisqu'elle a souffert avec son ex-mari. Le problème est qu'elle ne base son expérience que sur ce qu'elle a connu avec Adolphe. On remarquera plus tard qu'elle n'a peut-être pas si tort que cela. Dès la première partie, nous apprenons que René ne suit pas les règles de son époque. Elle est divorcée, elle n'a pas d'enfant, elle ne se remarie pas, elle fait un métier assez olé olé, elle est socialement déclassée, et c'est un écrivain raté. Le milieu dans lequel a évolué, et évolue René est artistique. Son mari était pastelliste, René écrivait des romans.
René reste une artiste en étant mime. Elle côtoie d'autres artistes. Il est à noter que certains artistes semblent avoir plus de valeur que d'autres. Ainsi, René, bien que travaillant dans un café-concert, n'est pas considérée comme une artiste. Elle n'est pas non plus considérée comme une artiste par la concierge, car elle ne fait pas de bruit quand elle est chez elle. René est seulement une artiste quand elle fréquente les autres artistes du café-concert et que son public l'applaudit. Les difficultés du métier sont pourtant mises en avant. René doit travailler tard. Elle revient tard chez elle et seule. Elle est mal payée. Elle ne doit sa survie qu'à l'argent que lui envoie Margot. Son agent tente de l'escroquer en demandant 10% des recettes. Elle doit remplacer rapidement des collègues absents et créer à pied levé une danse en cas de contrat. Elle est blessée au travail. Elle parle de ses bleus. Elle est jetée à terre par Bragg lors des spectacles. Elle doit faire face à un public qui est parfois hostile. Elle se maquille beaucoup, doit porter des costumes et les raccommoder. Si Bragg lui achète un nouveau costume, le prix de celui-ci sera retenu sur la paie. René a froid dans sa loge. Il y a également la dureté des entraînements. Alors que ce métier paraît difficile, René dit plusieurs fois que c'est un travail que peuvent exercer les gens qui n'ont pas de capacité particulière, ce qui est en contradiction avec ce qu'elle nous décrit. Même si ce monde est rempli de misère, c'est le monde de René, et ce monde ne la rebute pas. Malgré tous les points négatifs évoqués, il existe dans le métier une sorte de solidarité. Ce qui n'est pas le cas chez les gens aisés. Les pauvres parviennent à se comprendre, car ils vivent la même misère. René partage souvent sa loge, avec quelqu'un d'autre tel que Bragg, Bouty ou encore Jadin. René s'intéresse aux uns et aux autres. Le milieu du café-concert semble être folklorique, cependant il existe des règles qu'il faut respecter. Par exemple, la patronne n'hésite pas à refuser de vendre un siège à un spectateur qui s'est mal comporté. Dans la seconde partie, René est apprivoisé par Dufresne-Chautel. On ne sait pas combien de temps s'est déroulé entre la première partie et la seconde partie. Le changement en René est radical. Alors qu'elle était énervée par la présence de Dufresne-Chautel devant son immeuble à la fin de la première partie, nous sommes étonnés qu'elle l'appelle mon amoureux dès la première page de la seconde partie. Alors qu'à la fin de la première partie, Dufresne-Chautel était resté à l'extérieur, il est maintenant à l'intérieur de l'appartement. Dufresne-Chautel n'arrive qu'après plusieurs semaines à apprivoiser René. Cette dernière sait que cet homme est amoureux d'elle. Elle le sait depuis l'interruption de Dufresne-Chautel dans sa loge. Il est évident que René n'aime pas cet homme. Il n'est chez elle que parce que Hamon a piégé René. Quand ils sont dans la même pièce, ils se parlent à peine, et afin de parler à Dufresne-Chautel, René passe souvent par le biais de Hamon. René n'aime pas le regard de Dufresne-Chautel sur elle. Ainsi, quand elle est dans la voiture, elle sait que Dufresne-Chautel a le regard posé sur elle, lorsqu'elle regarde par la fenêtre. À cause de cela, René ne peut plus regarder le paysage. Le baiser raté de Dufresne-Chautel lors de la sortie en forêt est un exemple de la relation qui unit Dufresne-Chautel et René. Dufresne-Chautel n'aime pas René et ne fait que la désirer. René n'aime pas Dufresne-Chautel et elle a subi ce baiser car elle ne pouvait pas faire autrement. Dufresne-Chautel lui a donné ce baiser alors que René était vulnérable. Ils étaient loin de Hamon, René était seul avec sa chienne et ils étaient en pleine forêt. Si Dufresne-Chautel n'a pas fait de bruit en courant après René, c'est sans doute car il n'avait pas d'intention honnête. Si René s'est mise à courir et s'est éloigné de potentiels témoins, c'était pour suivre sa chienne, et elle court par mimétisme, par rapport à sa première balade. Ce baiser, que René n'a pas donné, est considéré comme un consentement de sa part. Elle-même le considère comme un consentement. Le même scénario se poursuit, lorsque Dufresne-Chautel se retrouve seul dans l'appartement de René. Dufresne-Chautel a profité du sommeil de René. Quand elle se réveille, René se rend compte qu'elle est seule avec Dufresne-Chautel. Cette situation est inconfortable pour elle. Elle n'ose pas bouger, et n'ose pas parler de peur de réveiller quelque chose en Dufresne-Chautel. Hamon est parti, et on ne sait pas pourquoi. A-t-il voulu laisser les deux adultes seuls, afin de donner une chance à Dufresne-Chautel de débuter sa relation? Ou bien a-t-il été dupé par Dufresne-Chautel? Le trentenaire débute mal, sa relation puisqu'il reproche à René la figure qu'elle avait durant son sommeil. Or René n'est pas responsable de ce qu'il se passe durant sa phase d'inconscience. Si elle se place à côté de Dufresne-Chautel, ce n'est pas par envie, mais c'est parce qu'elle se force. Le second baiser est aussi désastreux que le premier. René n'a pas envie d'être embrassé par cet homme, mais il le fait quand même. Il vient puiser en René, ce qu'il veut comme s'il puisait de l'eau dans un puits. René finit par aimer ce baiser, qu'elle ne voulait pas. Ce n'est pas parce qu'elle aime Dufresne-Chautel, mais parce que Dufresne-Chautel a éveillé ses sens qui étaient endormis, il y a plusieurs années. Plus tard, nous remarquons que lorsque René parle du manque de Dufresne-Chautel, elle parle du manque de contact physique, mais nullement de Dufresne-Chautel en lui-même. Comme le dit Hamon, c'est l'amour qu'on a pour l'autre qui fait passer les tâches domestiques dans l'oubli. René a été capable de le faire un temps pour son ex-mari, elle était amoureuse de lui. Elle n'est pas capable de l'envisager pour Dufresne-Chautel, ce qui signifie qu'elle n'en est pas amoureuse.
Ce qui a tendu à rapprocher Dufresne-Chautel et René est également la nature. René provient de la campagne. La famille de Dufresne-Chautel possède une forêt dans les Ardennes. Cependant, la conception de la nature n'est pas la même. René aime véritablement la nature, aussi bien la faune que la flore. Dans la famille Dufresne-Chautel, ce n'est pas la même chose. D'abord, la forêt est une source de revenus pour Dufresne-Chautel. Ensuite, la mère de Dufresne-Chautel est surnommée Coupe-Toujours, car elle découpe sans cesse les arbres. Dufresne-Chautel aura besoin de se justifier en disant qu'elle fait ça sans abîmer. Dufresne-Chautel chasse dans sa forêt. On peut remettre en doute le fait qu'il dise qu'il ne tuera pas la biche. Il a peut-être simplement dit ça, afin de conquérir René. Cette dernière n'a pas conscience de cette différence. Elle va même jusqu'à écrire que sa campagne est bien en deçà que la forêt de Dufresne-Chautel. Faire venir vivre Dufresne-Chautel dans sa campagne est une utopie. Elle l'écrit, alors qu'elle croit être amoureuse de lui. Au fur et à mesure de la relation, René n'est pas paré de la même manière. Au début de la partie, elle ne fait pas attention à elle lors de ses rencontres avec Dufresne-Chautel. Elle ne se maquille pas, elle ne se recoiffe pas. Avec le temps, elle prend soin d'elle. Elle se maquille et se coiffe avant l'apparition de Dufresne-Chautel. René ment dans cette relation, puisqu'elle essaie de cacher son âge auprès de Dufresne-Chautel en utilisant le maquillage. Nulle part, on nous dit que Dufresne-Chautel connaît l'âge de René. Dufresne-Chautel est lui-même un manipulateur. En effet, il se sert d'amont, afin de se rapprocher de René, et il apprend à cacher son désir, afin d'approcher plus sûrement René. L'évolution des sentiments qu'elle éprouve pour Dufresne-Chautel se retrouve dans les noms qu'elle utilise pour le désigner. Elle l'appelle d'abord non pas par son nom, mais par le surnom Le Grand Serein. Elle l'appelle ensuite par son nom de famille Dufresne-Chautel. Elle le nomme ensuite Maxime. Le prénom Max est utilisé quand les liens se sont serrés au maximum. À la fin de la seconde partie, René croit dur comme fer qu'elle est amoureuse de Dufresne-Chautel, et elle s'imagine avoir un futur avec lui. Dans la troisième partie, le lecteur est un témoin de l'évolution de pensée de René. Au moment de partir, René est très attaché à Dufresne-Chautel, et elle pense qu'avoir pris le train est la mauvaise solution. Petit à petit, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas faite pour vivre en couple avec un homme, et plus spécialement avec cet homme. Dufresne-Chautel n'évolue pas. Alors que René est absente, il prend des décisions seul. Il prévient sa mère de sa relation avec René, et est en train de choisir une nouvelle habitation pour eux deux. Dufresne-Chautel veut créer pour René une vie telle qu'il la désire. Dans la deuxième partie, il parlait d'un enfant et du fait d'arrêter les cafés-concerts, ce qui aurait conduit René à vivre à ses crochets. L'exemple le plus frappant est quand il la force à lui dire « je t'aime ». Si René accepte l'union, elle va se retrouver prisonnière du rôle que lui a construit Dufresne-Chautel. Même s'il est étonnant que René ne soit pas marié à 33 ans, il est aussi étonnant que Dufresne-Chautel ne soit pas marié à 33 ans. Nous ne savons rien de son passé. Peut-être a-t-il tenté de séduire des autres femmes de la même façon, et que cela a mal tourné pour lui. Dufresne-Chautel a un certain rapport à sa mère, puisqu'il dit qu'elle se plie à toutes ses volontés. Il est possible que Dufresne-Chautel s'attende à ce que les femmes cèdent à tous ses désirs. René a remarqué que certaines phrases dites par Dufresne-Chautel avaient été dites par son ex-mari. Ces phrases sonnent comme un danger aux oreilles de René, et doivent l'empêcher de retomber dans une relation aussi désastreuse que la première. Quand on y pense, même la première rencontre dans la loge de René était anormale. René reçoit d'abord un message d'un homme qui l'invite à dîner. Cet homme n'a pas imposé sa présence, et a proposé un rendez-vous. Si René est intéressée, elle vient, si elle ne l'est pas, elle ne vient pas. Contrairement au marquis de Fontanges, Dufresne-Chautel a imposé sa présence, et n'est pas sorti, lorsque René l'a demandé la première fois. Ceci était déjà un mauvais signe. D'un côté, comme de l'autre, l'argent est important. Chez les pauvres, il est important, car il faut l'économiser. Brague tente d'économiser sur les bagages, René fait dormir la bonne dans la salle à manger, pour ne pas avoir à payer de pièces supplémentaires. L'argent est aussi important chez les riches. Ils aiment l'exposer. Dufresne-Chautel est un homme qui pense séduire en exposant son argent. Par exemple, il emmène René se promener dans une voiture neuve. Juste avant le départ de René, il lui achète un sac tout neuf en cuir. Il achète des colliers moches à la chienne. Il offre un gros cachet pour la prestation de René. L'argent ne fait pas l'amour. Jadin le confond avec l'amour. En effet, lorsque Jadin voit les roses que Dufresne-Chautel a offertes à René, elle remarque que l'homme qu'elle a fréquenté ne lui a jamais offert de telles fleurs. Cela sous-entend que dépenser de l'argent pour quelqu'un correspond au fait d'aimer cette personne dans la tête de la jeune femme. La fuite est impotente pour René. Alors que Hamon impose la présence de Dufresne-Chautel chez René, elle dit oui à la tournée dans toute la France. Lorsqu'elle comprend que sa relation avec Dufresne-Chautel est vouée à l'échec, elle dit oui à la tournée en Amérique du Sud. C'est l'espace mis entre elle et Dufresne-Chautel qui la sauve. Quand elle était aux côtés de Dufresne-Chautel, elle était comme empoisonnée par lui. Elle était comme Fawcett, la traîtresse, qui apprécie la présence de Dufresne-Chautel, car elle aime se faire caresser.
Elle était comme la chatte échaudée, qui retourne à la chaudière comme le dit Margot. Le fait que le printemps avance, lorsque René s'éloigne de lui, et recule quand elle rejoint Paris est un exemple. Elle ne se rendait pas réellement compte des actes et des dires de Dufresne-Châtel, et elle prenait comme des actes d'amour, ceux qui n'en étaient pas. Elle-même se croyait amoureuse, alors que ce n'était que l'éveil de ses sens. L'éloignement a permis de mettre fin à l'emprise subie par René. Le voyage permet de remettre les pendules à l'heure. Au faisant sa tournée, René s'est retrouvée par 2 fois. Déjà, elle s'est retrouvée en tant qu'artiste sur scène, mais elle s'est aussi retrouvée en tant qu'écrivaine. L'écriture des lettres de l'un et de l'autre sont un exemple de ce qu'ils sont à l'intérieur. René se laisse aller dans l'écriture et ne suit pas de chemin particulier. Dufresne-Châtel écrit en suivant une forme stricte et au final ne dit rien à part des faits objectifs. René se retrouve également dans la nature, par exemple en fréquentant la mer et un jardin. Toutes ces sources d'énergie permettent à René d'être de nouveau en pleine possession de ses moyens. Ceci lui permet d'avoir une vision nette de qui est vraiment son partenaire et de comprendre les incohérences de leur relation. Entre autres, se situe le problème de la différence d'âge. Les 2 personnages ont exactement le même âge, et pourtant René est plus vieille que Dufresne-Châtel. René a 33 ans, mais 33 ans chez une femme en 1910, ce n'est plus la jeunesse. Dufresne-Châtel a 33 ans, mais chez un homme en 1910, c'est encore la jeunesse. Les 2 personnages n'ont pas eu la même vie. René a été mariée, et a beaucoup souffert de son mariage. Elle fait un travail pénible. À côté d'elle, Dufresne-Châtel n'a jamais été marié, et il n'a jamais eu besoin de travailler, puisque c'est un oisif. René se considère elle-même comme plus vieille que son compagnon. Elle appelle Dufresne-Châtel son petit, ce qui déplaît à Dufresne-Châtel. Quand elle le décrit, elle le présente comme un homme jeune. Natté, il passe sauter par la fenêtre, pour éviter un locataire, elle aperçoit les premiers signes de la vieillesse, et sait qu'elle sera bientôt vieille. Dufresne-Châtel n'a pas conscience de l'âge de René. Il ne pense qu'à l'instant T il la voit belle, et pense que cela sera toujours ainsi. René est une femme qui vit dans le futur et Dufresne-Châtel est un homme qui vit dans le présent. René est capable de ne pas viser son seul bonheur, mais aussi le bonheur de Dufresne-Châtel en rompant, et en l'incitant à se marier avec une femme plus jeune. Au final, René préférera être seul, mais être libre de son existence de ses actes. Alors qu'au début de l'histoire, elle se sentait mal, car elle était seule, elle se sent maintenant heureuse, car elle est seule. Le problème cité dans la première partie est maintenant résolu. Au début de l'histoire, Renée était malheureuse, car elle subissait cette solitude. Elle était la résultante du divorce. À la fin de l'histoire, la solitude n'est plus une conséquence, mais un choix. 10h30, encore une fois, je suis prête trop tôt. Mon camarade Brague, qui est à mes débuts dans la pantomime, me le reproche souvent en termes imagés. Sacrée graine d'amateur, va, t'as toujours le feu quelque part. Si on t'écoutait, on ferait son fond de teint à 7h30, en briefant les hors-d'œuvre, 3 ans de musical et de théâtre ne m'ont pas changé, je suis toujours prête trop tôt. 10h35, si je n'ouvre ce livre, lu et relu, qui traîne sur la tablette à phare, où le Paris Sport que l'habilleuse pointait du bout de mon crayon un sourcil, je vais me trouver seul avec moi-même, en face de cette conseillère maquillée qui me regarde, de l'autre côté de la glace, avec de profonds yeux aux paupières frottées d'une pâte grasse et violâtre. Elle a des pommettes vives, de la même couleur que les phlox des jardins, des lèvres d'un rouge noir, brillantées comme vernis, elle me regarde longtemps, et je sais qu'elle va parler, elle va me dire « Est-ce toi qui es là, toute seule dans cette cage au mur blanc, que des mains oisives, impatientes, prisonnières, ont écorché d'initiales entrelacées, brodées de figures indécentes et naïves? Sur ces murs de plâtre, des ongles rougis, comme les tiens, ont écrit l'appel inconscient des abandonnés. Derrière toi, une main féminine a gravé « Marie » et la fin du nom s'élance en parafardant, qui monte comme un cri. Est-ce toi qui es là, toute seule, sous ce plafond bourdonnant que les pieds des danseurs émeuvent comme le plancher d'un moulin actif? Pourquoi es-tu là, toute seule, et pourquoi pas ailleurs?